Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables ce soir avec une thématique lourde en émotions. Le terrorisme et son cortège de victimes sont revenus dans nos vies depuis 2012. De Toulouse à Montauban, de Trèbes à Carcassonne, de la promenade des Anglais à Nice, au Bataclan à Paris, en passant par la rédaction de Charlie Hebdo, du marché de Noël à Strasbourg, à celui de la place Royale à Nantes. La liste est très longue, Philippe. Oui, des victimes, mais aussi des proches endeuillés et des survivants qui doivent vivre leur traumatisme. Et durant 1 heure, on va mettre en avant ceux qui ont vécu des actes terroristes et ceux qui combattent ou ont combattu le terrorisme. Vous voulez réagir? Tiens, le 0826 300 300. Absolument. Frédéric Ploquin est avec nous, un journaliste police-justice et co-auteur du livre 15 minutes pour sauver ma vie. Bonsoir. Frédéric Ploquin aux éditions Plomb, et puis Mostafa Salan, chauffeur de taxi pris en otage par un terroriste islamiste à Strasbourg, co-auteur de ce livre aussi, 15 minutes pour sauver ma vie, que on vous conseille absolument de lire. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Et puis, avec nous, on est très, très bien entouré. Très bien entouré. Marc Vériotte du RAID, qui a reçu 2 balles lors de l'assaut contre Mohamed Merah. Il a écrit aussi un livre au cœur du RAID. Bonsoir. Enchanté. Bonjour. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous. Et puis on aura Kiki Bermond aussi. Kiki Bermond, président de l'association Canal de Vie. Il soutient Loïc Libert, le seul survivant des attentats de Mohamed Merah. Loïc Libert était parachutiste au 17e régiment du génie de parachutistes de Montauban. Il a pris une balle qui l'a rendu tétraplégique. Il y a une pétition qui circule pour demander la Légion d'honneur pour lui. Pour une fois, je vais me mouiller. J'ai signé cette pétition et je pense que il faut vraiment la signer, puisque c'est la seule victime de Merah qui n'ait pas été décorée de la Légion d'honneur. Allez, on vous souhaite la bienvenue, les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et en une décennie, le terrorisme islamiste a fait plus de 272 morts et près de 1200 blessés en France selon le décompte de la sécurité intérieure. Frédéric Ploquin, vous êtes un spécialiste, entre autres, du terrorisme aujourd'hui. Depuis 2012, ça s'est accéléré quand on regarde le nombre de dates où entre les attentats déjoués et les attentats qui ont eu lieu, on se rend compte qu'il y a une accélération. Il y a une véritable tornade terroriste qui s'est abattue notamment sur la France, qui a été une des cibles privilégiées, on va dire, des organisations islamistes. Et donc une accumulation probablement liée, certainement liée au fait que, en réalité, ces organisations terroristes basées à l'étranger ont réussi à fédérer, à lever un certain nombre de on va dire de candidats au suicide, de candidats au terrorisme sur le sol français, qui tous ont à peu près le même profil, comme celui qui va prendre Mostafa Salan en otage dans son taxi. En gros, on est à Noël, un peu avant Noël 2018. Ce gars sème la mort dans les rues de Strasbourg, au niveau du marché de Noël. Et puis, je pense qu'il doit, comme tous ces terroristes, il doit imaginer qu'il va mourir, parce que normalement, ça se termine toujours par la mort, par un suicide by cop, comme on dit. On affronte la police sur mort. Sauf que ça n'a pas lieu, et que donc il se retrouve sur une petite placette. Il fait noir, il pleut un peu, c'est l'hiver. Et là, il y a Mostafa Salan qui vient avec son taxi, une Mercedes noire, de déposer des parlementaires italiens, des parlementaires européens italiens qui vont au restaurant dans le quartier. Et ce type-là, ce terroriste, voit cette porte ouverte. Il a aucun plan, c'est pas prévu à l'avance. Il s'incruste dans le taxi et il prend en otage Mostafa. Ça va durer 15 minutes, mais il ne le sait pas. Mostafa, pendant 15 minutes, est absolument convaincu qu'il va mourir. Puisque en gros très vite il lui fait comprendre qu'il est armé, il lui pointe une arme à feu dans le dos, un canon, il lui demande au début Mostafa il sait pas de quoi il s'agit, c'est même pas qu'il y a eu un attentat, on le sait pas encore, c'est pas encore sur les radios, donc il prend ce type et se dit, comme Mostafa c'est un champion de karaté, il se dit bon, je vais le gérer. Puis les racailles, il connaît. Il a été vigile dans une boîte de nuit. Je veux dire, comme il dit, les petites racailles, ce genre de personnages, il les voit venir, il les sent, il les connaît. Sauf que là, il va se retrouver confronté à une difficulté inattendue. Donc, je voulais répondre sur le profil. Le profil, c'est vraiment un jeune qui est né en France, en gros, qui déteste la France, sur qui visiblement l'école républicaine n'a eu aucune prise,
qui n'a aucune valeur et qui, en gros, et qui déteste la France pour quelle raison? Qui déteste la France pour des raisons qui lui appartiennent, mais en gros qui a adhéré du coup à l'idéologie salafiste et terroriste, et qui, avec l'argent du RSA, 450 €, va acheter une arme à feu avec laquelle il va semer la terreur pour des raisons strictement idéologiques. Et moi, ce qui m'a intéressé dans la reconstitution de ce huis clos et de ce face-à-face, c'est pour ça qu'on a fait ce livre avec Mostafa, c'est qu'en gros, on a aussi deux façons, deux islams qui s'affrontent. Mostafa, lui, est musulman, comme on l'était pratiquant, comme on l'était au Maroc dans les temps anciens, comme son papa l'était, de manière je veux dire, il pratique un islam où en gros, il s'agit pas d'aller tuer les chrétiens, les juifs, pas du tout. Au contraire, il s'agit de les respecter selon les valeurs qu'il a en tête. Et il se retrouve dans un face-à-face, dans ce huis clos de 15 minutes que nous avons reconstitué dans un livre de 15 chapitres. Il se retrouve face à un gars qui, lui, a interprété complètement différemment le Coran, probablement l'a jamais lu, et à qui on a dit, en gros, dans le Coran, oui, il est dit qu'il fallait aller buter les chrétiens, qu'il fallait tuer les Français, parce que ce sont des mécréants et qui mangent je ne sais quoi qu'ils ne devraient pas manger. Oui. Donc voilà, c'est cette espèce de face-à-face que j'ai voulu, au-delà du huis clos et du côté polar un peu que vous aurez à lire, que vous rencontrerez en lisant ce livre, où on a va-t-il mourir, ne va-t-il pas mourir, va-t-il se sauver, tout ce qui lui passe par la tête, les prières que les autres lui demandent de faire. Au-delà de ça, il y a aussi ce face-à-face entre finalement deux façons d'adopter la France ou de la rejeter. Mostafa Salan, 15 minutes, c'est le titre du livre, 15 minutes pour sauver ma vie. C'est très court. C'est très court, c'est très long. C'est comment quand on est confronté à quelque chose qu'on n'imaginait même pas 5 minutes avant que ça commence, ou même 30 secondes avant que ça commence. Absolument. Ces 15 minutes, c'est moi qui décide que ça s'arrête au bout de 15 minutes, si vous voulez, parce que j'avais compris une chose, avoir une expérience en tant que karatéka, mais aussi en tant qu'agent de sécurité, physionomiste. Vous êtes très calme. Oui. Bon, je garde un sang-froid, mais plus le temps est écourté, mieux c'est pour moi. Plus c'est long, plus ça devient dangereux. Parce que je partais du principe, si même j'arrive à le maîtriser verbalement et psychologiquement, il y a aussi la venue de la police. Et je me suis dit, si la police arrive, on a une confrontation et je vais laisser ma peau. Il faut que je me débarrasse de ce type d'une manière ou d'une autre. Oui, parce qu'en fait, vous êtes au volant de votre voiture et lui, il est derrière, donc vous n'êtes pas face à face. Finalement, il vous mène dans votre dos. C'est difficile pour vous de. Vous voyez son visage dans le rétroviseur intérieur? Je le vois dans le rétroviseur qui transpire beaucoup, mais j'analyse la situation. Et pendant que lui il parle beaucoup, moi je dois trouver une solution échappatoire. Je comprends très très vite qu'il faut que j'utilise, je dirais, toute mon intelligence et aussi ma bouche. C'est les deux armes que j'ai pour le combattre. Mais il y a un élément qui va changer la donne, c'est qu'il est blessé par la sentinelle. Et ça, c'est la sentinelle, c'est-à-dire qu'il a effectivement, il a bien dans le micro. Il a tué des gens. Il y a un moment donné, il y a les militaires qui patrouillaient dans le marché de Noël qui lui ont tiré dessus. Donc il est blessé. Il est blessé, donc c'est un avantage pour moi. Je sais que sa douleur. Alors, est-ce que c'est blessé lourdement, parce que il a pris une balle dans le bras, dans le thorax. Il a pris cette balle au niveau de son bras. Il saigne beaucoup. Il me montre cette blessure, donc son bras qui dégouline de sang sur la coudoir centrale. Je comprends qu'il est là, il est concentré sur sa douleur-là. Il veut que je l'aide à le soigner. Et je me suis dit, c'est le moment de pouvoir s'échapper. Et donc, on est à peu près à 900 mètres du commissariat, et il me dit, j'ai mal, il faut que d'abord que tu me soignes, et après on ira au commissariat. Au commissariat, parce que l'objectif était de tuer des policiers. Que s'il veut, en fait, depuis le départ, Mostafa se demande où il veut l'amener, parce qu'il lui donne pas d'adresse. Quand on monte dans un taxi, on dit, je voudrais aller à telle adresse. Là, il lui donne pas d'adresse. Et tout d'un coup, on prend la direction de l'hôtel de police central de Strasbourg, et Mostafa comprend en réalité qu'il veut que ce terroriste veut aller finir sa sale besogne en butant des policiers. Et donc lui, Mostafa, qui a beaucoup d'amis policiers, qui a même un fils policier, je veux dire, il ne peut pas admettre l'idée qu'il va aller accompagner ce terroriste devant le commissariat pour aller tuer des fonctionnaires de police. Donc il fait tout pour essayer de le neutraliser, de freiner cette course vers le commissariat de police. Et c'est là que il y a cette bifurcation inattendue et qu'il va profiter. Et on en parle dans un instant. Il va profiter de la blessure. Bougez pas, on en parle dans un instant. On fait une petite pause. En tout cas, merci pour ce témoignage qui est assez incroyable et passionnant. On revient dans un instant. Les vraies voix responsables sur ce livre qui s'appelle 15 minutes pour sauver ma vie chez Plomb avec Mostafa
Salan et Frédéric Ploquin. Je vous incite à le lire, c'est important en tout cas, on en parle dans un instant. 15 minutes pour sauver ma vie. Mostafa Salan est avec nous, Frédéric Ploquin aux éditions Plomb. Et puis on aura tout à l'heure Marc Vériotte qui a coécrit avec Karim Ben Ismail au cœur du raid, puisqu'il a survécu à 2 tirs de Mohamed Merah qui l'ont touché lors de l'assaut contre Mohamed Merah à Toulouse en mars 2012. Il a fait sauter la porte de l'hypercachère et il a même connu le Bataclan. Donc vraiment un policier d'élite qui est avec nous. On en parle dans quelques instants et avec Mostafa Salan et Frédéric Ploquin, nous étions nous racontons en fait ces 15 minutes par le début. Et ce que vous disiez il y a quelques instants, Frédéric Ploquin, que finalement, au moment où le terroriste veut se diriger vers un commissariat, là, Mostafa, pour vous, ça n'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas être ni le complice d'un terroriste pour aller tirer sur des policiers. Je me suis fixé une règle dès le départ. J'avais 3 scénarios possibles pour pouvoir s'échapper et le neutraliser. Et quand il m'annonce justement qu'il veut y aller au commissariat et qu'il m'ordonne d'y aller prendre la direction du commissariat, j'ai dit... Qui est à 900 mètres. Hein. Qui est à 900 mètres, j'ai dit, il est hors de question. Si on va jusqu'au commissariat, je ne le laisserai pas faire, je me jetterai avec lui dans l'eau, quitte à exploser. Parce qu'il me parle d'un élément qui est central, c'est l'élément de cette grenade qu'ils avaient retrouvée le matin chez lui. Et moi, j'en ai déduit, étant donné que j'ai vu cette masse en dessous de sa veste, et je me suis dit, il doit être chargé en explosif. Une ceinture d'explosifs, quoi. Oui. Et donc, je me suis dit, il est hors de question qu'il va tuer aucun policier, je ne vais pas le laisser faire. Sauf la tournure, elle prend autrement, c'est que cette blessure qui lui fait mal, il veut que je le soigne d'abord et après on va au commissariat. Donc on s'engouffre. Ce qui est une aubaine pour vous peut-être. Oui, j'ai compris que... Ouais. Comment on n'a pas entendu. Est-ce qu'il faut tout raconter ou est-ce qu'il faut laisser au lecteur un peu le teasing. En gros, le teasing, le teasing, c'est ça, c'est que effectivement, il va profiter. Quand on est karatéka, on sait profiter des faiblesses des autres. Hein. Et donc, Mostafa va profiter de cette blessure pour lui faire croire qu'il va le soigner, sauf qu'il a aucune envie de soigner un terroriste, un gars qui vient de tuer autant de personnes, aucune envie. Surtout que le gars lui dit qu'il a tué 10 personnes, ce qui est pas vrai parce qu'il y en a qui ont survécu. Mais il a aucune envie de le faire, donc il va se débrouiller. Mais on laisse, au lecteur le soin de découvrir. Il va se débrouiller pour le planter sur place, le laisser sur place, et non seulement ça, mais ensuite aller le dénoncer à la police et permettre à la police de l'identifier, ce qui est quand même, ce qui va faire de lui une victime, une double victime, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois victime du terrorisme et qui ensuite vit dans la crainte. Mostafa a vécu dans la crainte pendant des mois et des mois d'une revanche et d'une vengeance des proches du terrorisme. Il était affilié à quel groupe? Daesh, Al-Qaïda Oui, on l'a affilié à Daesh globalement, mais comme l'une de vos préoccupations, c'est de savoir en gros est-ce qu'on traite bien les victimes en France du terrorisme. Moi, je peux vous dire que Mostafa n'a pas été traité correctement et on le raconte aussi dans le livre. On lui a non, mais bon, c'est abominable ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il vient, il livre le terroriste, il livre les éléments pour arrêter le terroriste, et puis le lendemain, comme il a peur, il retourne au commissariat avec toute sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, en disant on vient chercher du secours. Et là, on lui dit asseyez-vous, monsieur. C'est un peu bizarre là, non? On trouve ça un peu bizarre la manière dont vous êtes, dont ce gars est monté dans votre taxi. Vous seriez pas un peu de mèche avec ce monsieur? Et là, il se retrouve dans la position du gardé à vue. Il n'est pas gardé à vue. Non, mais je veux dire du gardé à vue, comme un accusé, suspect. Et donc, il va avoir énormément de mal psychologiquement, ce que je comprends parfaitement. C'est à se remettre de ce retournement de situation qui fait qu'il va devoir se planquer pendant des mois sans aide de l'État. Et vous parlez de Légion d'honneur tout à l'heure. Il a fini par avoir une médaille, mais la Légion d'honneur, il l'attend toujours. Oui, vous avez eu quoi comme médaille? Alors j'étais décoré par Christophe Castaner de la médaille de la sécurité intérieure à l'échelle bronze. Moi, je trouvais... aurait pu vous donner au moins l'or, quoi. Alors, on va l'appeler tout de suite. Je trouvais que par rapport au geste que j'ai accompli, je veux dire, ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'ai pu faire ce soir-là. La question de le côté psychologique, parce que malheureusement, on est tous à un moment donné, peut-être que certains d'entre nous seront face à ce type d'événement, si les choses s'accélèrent demain. Comment garder sa concentration? Ça, c'est important, parce que de pas céder à la peur, de pas faire le type hyper courageux, parce que je pense qu'il faut être vraiment dans la mesure du traitement de l'humain, parce que là, c'est vraiment du traitement de l'humain. Comment le garder en éveil et comment vous ne pas céder à cette peur ou à cet excès de courage qui peut mal finir?
Pour moi, vous savez, ce soir-là, pour moi, c'est une mission que j'ai accomplie. Je pense que j'ai été missionné par une force divine pour justement accomplir ce travail-là. On n'a pas le temps d'avoir peur, si vous voulez. Oui, rappelons que vous ne deviez pas travailler ce soir-là. Je ne devais même pas travailler. C'est vraiment fou, les planètes, l'alignement des planètes. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a beaucoup de choses dans le livre où on vraiment décortique la situation de la veille et puis sur la soirée. Non, je ne devais pas travailler et en même temps, il y a cette expérience en tant que karatéka et je suis karatéka ceinture noire depuis 83. J'ai commencé le karaté. Je suis ceinture noire depuis 88. Je suis champion d'Alsace plusieurs fois, champion de Bas-Rhin, des tournois internationaux. Donc, comme on dit, j'ai de la bouteille. J'ai fait en sorte de me maîtriser au maximum, de rester, de ne pas flancher, parce que si c'est pas lui, comme je vous ai dit, qui me tue. Si vous laissez une faille, effectivement. Absolument. Si c'est pas lui, si ni la police, à un moment, le cœur, il risque de lâcher, ou le cerveau risque de lâcher. Mais je me suis fait une raison en disant que mon heure est arrivée. C'est pour ça que j'ai prié, j'ai dit au revoir à ma famille, et à un moment, j'ai dit, j'attendais la détonation. Mais il était hors de question de mourir de cette manière-là. C'est une chose que je me suis fixée. Je préfère mourir debout que de mourir assis. Et j'ai dit, je vais jouer de tout ce que j'ai appris, et Dieu m'a donné aussi la force de pouvoir faire face à cette situation-là. D'être face à face, pardon, David, d'être face à quelqu'un qui partage, entre guillemets, la même religion que vous, mais qui a une interprétation différente, ça aussi c'est compliqué, parce que j'imagine à un moment donné, il vous fait jurer sur Allah, c'est quand même difficile pour vous en fait. Très difficile, mais vous savez, ce genre de type, ils ne représentent que eux-mêmes. Ils ne représentent personne. Vous savez, dans le monde entier, il faut pas oublier, il y a 2 milliards de musulmans. Si vous imaginez, si tout le monde se mettait dans la même chose que ce type-là, on n'en finirait pas. Enfin, on n'en finirait pas. Non, je pense que lui, il a son interprétation et sa façon de voir les choses, qui n'est pas la mienne. Moi, je suis baigné dans les valeurs de l'islam, c'est le partage, l'amour, le bien vivre ensemble, et tout ce que moi j'ai. Et les valeurs républicaines, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr, et bien évidemment, parce que quand je suis arrivé en France en 81, j'ai baigné dans cette école républicaine où j'ai appris aussi les valeurs de la République et que je respecte, et qu'aujourd'hui, ce qui en fait de moi un homme, et transmis à mes enfants. Frédéric Ploquin, vous qui êtes un éminent journaliste police-justice, quand on voit l'évolution du terrorisme à l'époque, la France, elle a surtout connu le terrorisme d'extrême gauche, notamment avec Action Directe, par exemple. La différence, c'est que ils voulaient tuer quelqu'un, mais ils n'auraient jamais fait sauter. Il se serait jamais fait sauter avec une ceinture d'explosifs. Est-ce que c'est la seule différence entre le terrorisme islamiste et les autres terrorismes qu'a connu la France? Alors il y a eu Action Directe, il y a eu pendant la guerre d'Algérie le FLN et l'OS, etc. Est-ce que c'est la seule différence? Bah écoutez, moi j'écris sur le terrorisme depuis le début des années 80, oui. Donc si vous voulez, je peux vous faire défiler l'ensemble des personnes qui s'en sont prises à la France, mais il y a eu effectivement des groupuscules d'extrême gauche comme Action Directe. Après, il faut quand même pas oublier qu'à un moment donné, la France s'est retrouvée en but avec l'Iran et que l'Iran a commandité les attentats de 86 et qu'on a eu des attentats dits aveugles, pas avec des ceintures d'explosifs, mais avec des bombes posées dans des sacs. Je rappelle, je sais pas moi, le magasin de la Fnac rue de Rennes, le métro, le RER Saint-Michel, un certain nombre comme ça d'attentats qui ont été perpétrés en lien soit avec l'Iran, soit avec le fils en Algérie qui essayait de retourner. Ça c'était 95, c'était. Il y a eu deux ou trois vagues comme ça assez dures. Mais là on a assisté à quelque chose avec la création de l'État islamique et ce qui s'est passé autour de la Syrie, de l'Irak. On a assisté à autre chose parce que c'est devenu massif et qu'ils se sont mis à recruter massivement et qu'on a eu l'émergence d'un potentat comme ça qui voulait semer la mort dans tout l'Occident, pas seulement en France, et qui là s'est mis à recruter à réveiller un certain nombre de personnes qui étaient souvent des gens un peu instables, qui savaient pas trop où ils habitaient, où ils étaient. Ce sont quand même des individus, ces jeunes qui ils ont finalement aucune identité. Tout d'un coup, on leur livre un kit, on dit voilà, vous êtes le musulman machin, et vous allez vous en prendre à la France, et vous allez devenir quelqu'un, et vous allez devenir un héros. Et c'est pourquoi d'ailleurs que dans ce livre, le lecteur pourra s'interroger là-dessus, mais moi je lui dis d'avance, avec Mostafa, nous avons décidé de ne citer qu'une seule fois le nom du terroriste et de ne pas en faire un héros, contrairement à ce qui a été fait avec Mohamed
Mohamed Merah. Mohamed Merah est devenu une espèce de star mondiale. Nous, là, le héros... Vous avez remarqué qu'on n'a pas cité son nom. Voilà, nous, on le nomme pas, le héros, là, le terroriste, on n'en fait pas un héros, au contraire. On ne le nomme qu'une fois, au moment où la police l'identifie, grâce aux informations apportées par Mostafa. Donc, et c'est tout. Et c'est volontaire, en fait. C'est volontaire. On le remet à sa place. Mais effectivement, là, on a eu une vague totalement inédite en France, qui a commencé, qui a culminé avec le Bataclan. 2015 et 2016, voilà. Nice aussi. Juste avant de partir en pub, le traitement des victimes, alors qu'elles soient décédées, blessées ou pas blessées. Mostafa, vous n'êtes pas blessé, c'est psychologique. Et là, la reconnaissance est compliquée. En fait. D'abord, je pense que les blessures psychologiques sont parfois plus dures à soigner qu'une blessure au bras. Personnellement, je pense que c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, quand vous êtes quelqu'un comme Mostafa, qui est justement quelqu'un de costaud, de fort et qui n'arrive pas pour une fois à neutraliser son adversaire, il n'y arrive pas, il n'y parvient pas, alors qu'il est ceinture noire et qu'il devrait y arriver. Et il s'en veut énormément de ne pas avoir réussi à le tuer de ses propres mains, à le tuer, au moins à le neutraliser de ses propres mains. La police va faire le boulot 2 jours plus tard. Mais je pense que là, ça crée des failles, des fêlures au sein de la personne qui sont beaucoup plus difficiles à cicatriser que finalement une blessure par balle à un moment donné. Donc le traumatisme, il est très sous-estimé en France. La police, c'est ce qu'on découvre dans le livre et dans son récit, la police n'est pas forcément formée dans les commissariats de police pour accueillir les victimes, pour les travailler. Et je rappelle quand même qu'au soir de cette prise d'otage, il est 4-5 heures du matin, il vient d'aider à balancer le terroriste, et qu'est-ce qu'on lui dit à la police? On lui dit pas on va vous raccompagner. Bravo, vous êtes un héros. Si, il y a un commissaire de police qui lui dit bravo pour ce que vous avez fait, mais néanmoins, à 5 heures du matin, on lui dit allez, rentrez chez vous, ton taxi t'attend en bas, vas-y, casse-toi, enfin rentre chez toi quoi. Rentre chez toi, on verra demain, tout seul. Dans la nuit, au volant de ce taxi qui a été repéré et vu et filmé par toutes les télévisions, il repart. Est-ce que c'est pas un petit scandale en soi? C'est dingue. Moi, je trouve. Allez, vous restez 15 minutes pour sauver ma vie. Vous restez, vous intervenez quand vous voulez. 15 minutes pour sauver ma vie chez Plomb, Mostafa Salan et Frédéric Ploquin. Un livre à lire absolument, je vous le dis, et un autre livre dans un instant. Au cœur du raid de Marc Vériotte avec Karim Ben Ismail, il a survécu à 2 tirs de Mohamed Merah, il était à l'Hypercacher et au Bataclan. Marc Vériotte est avec nous. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. C'est un sujet important, le terrorisme en France. On ne parle pas de l'histoire en tout cas, mais en tout cas de vécu ce soir. Frédéric Ploquin est avec nous, journaliste police-justice et co-auteur du livre 15 minutes pour sauver ma vie. Et 15 minutes pour sauver ma vie, c'est Mostafa Salan, chauffeur de taxi pris en otage par un terroriste islamiste. C'était à Strasbourg et il est co-auteur et bien sûr le témoin numéro 1 de ce terroriste. Et voilà. Il y en a qui mettent leur vie pour nous protéger du terrorisme, comme les policiers d'élite. Et avec nous avons Marc Vériotte, qui est livre coécrit avec Karim Ben Ismail, Au cœur du raid. Alors vous avez survécu à 2 tirs de Mohamed Merah, vous avez fait sauter la porte de l'Hypercacher et vous avez connu le Bataclan. On peut dire que vous avez vraiment fait pratiquement tous les grands actes terroristes dont on a parlé en France. Oui, j'étais dans la colonne d'assaut de 98 à 2018. Donc 20 ans donc. J'ai connu les affaires Mohamed Merah le 21 mars 2012. Nous, quand on s'y présente, on sait, avec les crimes qui ont été faits les 10 jours d'avant, on sait qu'on se projette dans une intervention qui se profile difficile. Nos anciens, en 96, avaient déjà rencontré le gang de Roubaix, c'est-à-dire un gang de terroristes islamistes liés à la fois aux affaires bosniaques yougoslaves et au GIA algérien. Et parmi nous, il y avait eu un blessé très grave qui avait pris une balle de Kalachnikov dans la poitrine, le bras et la bouche, et qui avait été sauvé de justesse par notre médecin. Donc nous, le 21 mars 2012, juste avant de donner l'assaut aux alentours de 3h15, on sait qu'on se dirige vers une intervention qui peut éventuellement se passer de cette manière-là, parce qu'on a vu les assassinats sauvages à l'école et des parachutistes à Toulouse, et des militaires à Toulouse et à Montauban. Alors ça dure sur plusieurs jours. À quel moment on engage finalement le raid? À quel moment on se dit que c'est une opération terroriste, ou entre ces 4 ou 5 jours, vous êtes engagé à quel moment? Alors notre mise en œuvre, elle n'a pas été traditionnelle. C'est-à-dire que normalement, soit on aide la police judiciaire à faire des enquêtes, mais notre fond de métier, nous, c'est l'intervention. On est appelé que pour l'intervention. Mais quand on est appelé, nous, à Toulouse,
En fait, l'enquête n'est pas encore sur Mohamed Merah et tous les services de police sont en bas parce que c'est tellement sensible. Il y a un attentat tous les 4 jours. Le premier militaire qui vendait sa moto, ensuite les 3 militaires qui retirent de l'argent, et ensuite 4 jours plus tard la maternelle. L'école. Voilà, avec la mort de petites 3 ans, 5 ans, 7 ans. Ouais. Et donc nous on nous envoie en bas de manière surprenante, c'est-à-dire quand on descend, on ne sait pas si on va aider la police judiciaire à faire son travail dans la ville. On ne sait pas si on va aider la police judiciaire à faire son travail, à surveiller une ferme ou quelque chose comme ça, ou si c'est pour faire l'assaut. Donc en fait, on descend avec 4 sacs, un sac privé et 2 sacs de filature et un sac d'intervention. Mais en fait, très vite, donc l'après-midi, nos patrons sont en contact avec la police locale et la voie qui était suivie, donc des militaires, a été très vite abandonnée et ça se dirige vers Mohamed Merah. On nous demande de préparer l'assaut sur Mohamed Merah avec une autorisation de 3h15 du matin, mais sans être encore certain que ce soit lui. C'est quoi l'horaire? Pourquoi 3h15 du matin? C'est les fameuses heures légales qui sont... Ah oui, il y a des heures légales pour prendre d'assaut des terroristes. Oui, entre 6h du matin et 21h, on peut pas travailler normalement. Oui. Ouais. Mais bon... Sur certains points, comme le terroriste, on peut demander l'autorisation au juge, et parce que 6h du matin, c'est pas du tout adapté pour des terroristes, hein, ni des criminels, ni personne d'ailleurs. C'est adapté pour personne, mais et encore moins pour le terrorisme, parce qu'ils sont levés déjà depuis quelques heures pour faire la prière. Et là, on obtient une autorisation à 3h15 du matin. On donne l'assaut à 3h15 en espérant qu'il dorme, puisque rien n'avait signalé qu'il dormait pas. Sauf que à 3h15, on ouvre la porte de 10 cm. Et là, lui, il dormait pas. Et il tire à travers la porte directement. Et vous êtes blessé, vous recevez 2 balles? Non, pas encore. Quand la porte s'ouvre, il tire à travers la porte. Il touche l'opérateur de d'effraction au sternum, mais c'est là qu'on a le mieux protégé. Donc malgré ce que j'allais dire, malgré. Oui, c'est là qu'on a le plus de couches de protection. Donc il n'est pas blessé, mais immédiatement il tend son arme direction la colonne d'assaut. Les 3 premières balles frappent le bouclier. Une balle va jusqu'au mur et frappe les fesses du 12e de la colonne. Et la 7e balle, la 7e balle traverse un genou. Donc le premier blessé, en fait, c'est immédiatement, voilà, il est blessé au genou. Pareil, il n'aura pas de séquelles, mais il y a un trou rentrant et un trou sortant dans son genou. Et après, il y a des ouvertures de feu. 3-4 ouvertures de feu de notre côté, 3-4 ouvertures de feu de l'autre côté, côté sniper, tout ça. Et moi, c'est à la 3e heure de l'intervention, qui durera finalement 33 heures. 33 heures, oui. Mais moi, à la 3e heure, je prends une balle dans le front, enfin dans le casque, qui a bombé le casque. C'est ce qui m'a fait une hémorragie cérébrale. Ça m'a fait basculer, ça m'a sauvé la vie, parce que la 2e balle m'arrivait pleine gorge et finalement, elle me frappera à l'arrière de l'épaule. Je suis tombé dans les escaliers. Il a vidé ses 5 autres cartouches pour essayer de m'avoir en ricochet. Ce sont des armes qui contiennent que 7 balles. Parce que ce sont des très gros calibres, 11,43, oui, c'est du 45. Et vous avez, pardon, je vous coupe, que quand vous avez un sniper en face de vous, vous arrivez tout de suite à identifier l'arme justement pour comprendre et savoir. Non, nous on saura qu'après. Hein. D'accord. Okay. C'est parce qu'en fait, quand je prends la balle, moi je sais pas exactement ce qui se passe et j'entends. Il n'y a pas de conscience là. On n'est pas habitué à prendre des balles dans le front. Et en fait, moi, j'ai entendu un gros tut pendant 15 secondes. C'est l'effet de choc qui a été jusqu'à l'oreille. Parce que le 11,43, c'est du très gros calibre. Hein. Oui, ça tue très bien. Oui. Le seul défaut de cette arme-là, c'est ce qui m'a sauvé, c'est que en fait, comme c'est une grosse balle, elle traverse mal les blindages. Et donc le casque a réussi à l'arrêter. Voilà le seul avantage et pour moi ça m'a bien servi. Vous n'avez pas de séquelles au jour d'aujourd'hui? J'ai quasiment pas de séquelles, non. Mais psychologiquement non plus. Ça vous arrive la nuit de rêver en voyant Merah qui vous tire dessus, comme peut-être vous revivre la prise d'otage? Ça vous arrive, Marc Verriotte? Alors en fait, le stress en intervention, c'est assez troublant parce que c'est pas les interventions comme celle-ci qui laisse le plus de traces. Il y a
des fois il y a des balles qui passent à côté qui te stressent plus, ou des balles qui tapent des camarades qui te stressent plus, même des balles parfois qui sont pas tirées qui te stressent plus, parce que dans une intervention, on a des moments où on est obligé d'accélérer parce que on peut pas tout faire en sécurité. Nous, en règle générale, on couvre chaque danger l'un après l'autre, mais des fois il y a des nœuds où on est obligé d'accélérer. Et quand on se dit, là, je vais accélérer parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais seulement si ça tire, je vais prendre une balle, eh bien, ces moments-là, en fait, sont plus stressants que d'être surpris, comme je l'ai été, moi, par 2 balles. Parce que j'ai pas eu peur, puisque, enfin, il n'y a pas eu une crainte qui s'est rapprochée de moi. Par contre, quand on force le passage en se disant, allez, j'y vais, et on verra ce qui se passe, ça, finalement, c'est très stressant. Alors que la balle n'est même pas tirée. Difficile, forcément, quand on est un policier ou quand on est une personne lambda, Frédéric Ploquin, justement, d'être face à ces gens qui n'ont, en fait, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est comme finalement un forcené, parce qu'il il est presque plus en possession de, enfin, il est au-dessus de la mêlée, en fait. Il y a quand même une différence entre un policier du RAID et un citoyen ordinaire ou un chauffeur de taxi. C'est qu'a priori, le policier du RAID, il est d'abord équipé. Entraîné pour ça. Il y a ses boucliers et qu'il est super entraîné. S'il y a des policiers entraînés en France, ce sont bien les policiers du RAID. Donc, a priori, il y a même un médecin dans la colonne, tout est prévu. Donc, c'est pas la même situation. Il y a une vraie anticipation. Je veux dire, c'est comme un militaire qui va à la guerre. Je veux dire, il est formé, il sait, bon. Même si, voilà. Alors que le citoyen ordinaire ou le chauffeur de taxi comme Mostafa Salan, lui, il est plongé dans un monde, dans un univers, dans un état psychologique et dans un état de fait qu'il n'a absolument pas anticipé. Parce qu'à aucun moment, vous et moi, on va se dire, tiens, demain, on va se faire prendre. Non, on se prépare pas à ça. Le citoyen ordinaire, heureusement, ne passe pas sa journée à se dire, putain, qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, maintenant, je me pose des questions après avoir fait ce livre avec Mostafa. Je me pose parfois des questions. Je me dis, mais on se dit tous, mais qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? Mais quand on est un policier, qu'on est armé, je crois que c'est pas exactement, voilà, psychologiquement, c'est pas la même approche. Marc Viriot, vous êtes donc pour donner l'assaut à Mera. On est en mars 2012. Janvier 2015, vous donnez l'assaut à Hypercacher, c'est vous qui faites sauter la porte. Quand on prend la décision, on repense aux balles qu'on a pris un peu moins de 3 ans plus tôt, où on est complètement dans autre chose, et avec l'adrénaline, on y va en se disant, bon, c'est parti. En fait, notre métier, nous, c'est vraiment de se concentrer sur la tâche technique. Et encore plus quand tu es à l'effraction. Parce que à l'effraction, quand tu es face à une porte, là en l'occurrence c'était la porte de service qu'il fallait que j'ouvre, c'est une porte que je savais qui était difficile, parce qu'évidemment c'est une porte qui est faite pour ne pas être ouverte par les cambrioleurs. Oui. Et la situation était particulière, parce qu'on savait qu'il y avait déjà 4 morts, plus la policière municipale la veille, donc il y avait déjà 5 morts. On savait qu'il y avait de l'explosif. On savait qu'il y avait de la Kalachnikov. On pensait même qu'il pouvait y avoir plus, puisque en même temps, les frères Kouachi avaient un lance-roquettes. Et il y avait des journalistes partout. Ça ajoute pas de la tranquillité, parce qu'on sait que tout ce que tu fais est filmé, et donc forcément visible par les terreaux. Et futur et plus tard jugé. Donc en fait, dans des situations comme ça, si tu penses à tout ça, si tu penses encore à tes balles, si tu penses à tes enfants, si tu penses à ton épouse, en fait, ça fonctionne pas du tout. Non, en fait, moi, mon obsession, c'était le boulot, c'est que j'ai une porte à ouvrir, et que si elle s'ouvre pas, ça va se voir, hein, tu vois. Et chaque seconde de retard, c'est grave aussi. Une Kalachnikov de terroriste, c'est 600 coups par minute. Moi, si je mets une seconde en retard pour ouvrir la porte, le terroriste peut tirer 10 fois, ça veut dire. Ouais. Et 10 fois, ça veut dire 10 morts potentiels. On en a que 30 à l'intérieur. 26, il y avait 26 otages. 19 en haut et 7 cachés dans les frigos. Donc en fait non, tu te concentres sur la tâche technique. Tu penses pas au passé, tu penses pas au futur, tu penses pas à ton nombril, mais tu penses à la tâche technique. Tu te dis, la porte là, faut qu'elle saute. Il va falloir qu'elle s'ouvre, et pas avec trop d'énergie dispersée, parce que derrière, pas loin, il y avait les 19 otages. Enfin, en fait, tu te concentres uniquement sur le présent, tu t'oublies toi et tu penses technique. Marc Viriot, entre que ce soit à Toulouse ou là à l'Hypercacher, il y a un moment donné, la stratégie en fait qui est adoptée, elle change tout le temps au fur et à mesure de ce que vous voyez. Là, Mera, vous pensiez qu'il était endormi, finalement il est réveillé, il vous attend. Là, il y a un problème de porte, et vous savez pas ce qu'il y a derrière. Comment vous faites dans cette colonne pour que l'information passe, parce que on peut pas reparler. Enfin, comment ça se passe?
C'est pour ça qu'en fait, on parle pas trop de stratégie, de choses comme ça. Ça revient très vite à la technique. C'est-à-dire la stratégie, c'est au tout début. On sait que c'est une prise d'otage, on sait que c'est un forcené. Oui. Voilà. Alors, il y a une orientation stratégique dès le départ, mais c'est un peu comme si on vous disait, voilà, là il y a une prise d'otage, là c'est un avion, là c'est un bus et un métro. Voilà, nous on a plusieurs schémas tactiques dans la tête et au tout début, on nous dit à peu près le thème. Mais finalement, ça c'est le plus simple parce que ensuite, c'est une histoire d'instinct. Une colonne d'assaut, c'est entre 6 et 12 personnes, mais c'est un organisme vivant et c'est lui la prise de responsabilité stratégique, la prise de responsabilité technique, tactique. Eh bien, c'est chacun de nous qui, voilà, c'est ton voisin qui va prendre à droite, toi tu vas plutôt prendre à gauche, l'autre va te prendre en face. On peut pas prévoir à l'avance. Mais qui vous engage sur la porte? Est-ce que c'est vous qui faites le choix de dire moi j'y vais? Alors la porte c'était difficile puisque la porte de Vincennes elle était particulièrement compliquée. On a eu un peu de temps nous. On y a été à 4 spécialistes pour la voir. 4? Oui, très vite. Parce qu'il fallait pas que le terroriste nous voie pour pas qu'il déclenche la crise alors que les voyants étaient ouverts. Si je pose mes clés, je vous appelle direct. Donc on a été voir la porte très vite à 4 et très vite on est revenu aux voitures et là on a fait un petit brainstorming. Qui a vu quoi, qui a une idée du meilleur outil à utiliser et qui a envie de s'y mettre. Et en fait, c'est moi qui me suis retrouvé avec une bonne idée et puis l'envie d'y aller. Et comment ça se passe? La porte explose. Expliquez-nous la fin, parce que un riverain avait filmé et on voit Koulibaly qui tire sur les forces de l'ordre qui le... Ah, ça c'est l'entrée principale, c'est le côté assaut. L'autre côté, c'est le côté assaut. Voilà. Nous, on a attiré le terroriste au fond du magasin et la performance, elle était que cette porte, c'était une porte tirante. Et là, on est content d'avoir récupéré la vidéo par la mairie de Paris. Parce qu'en fait, avec de l'explosif, on a réussi à tirer la porte. On en a fait un exploit, c'est pas modeste, mais c'est comme ça, on a fait une belle perf. Parce qu'en fait, en tirant cette porte avec de l'explosif qui pousse, eh bien, ça vous protège. Le terroriste a vu un halo de fumée et un halo de lumière. Il est sûr que l'assaut se donne là, donc il abandonne ses otages, il vient nous tirer dessus. Pendant ce temps-là, pendant qu'il nous tire dessus, le rideau métallique, l'entrée principale, c'était 2 ouvertures. Un verre métallique, un verre coulissant, et le coulissant vers le haut, le métallique. Et quand le terroriste s'aperçoit qu'au bout de 1,50 m, que le rideau, finalement, c'est là que se passe l'assaut. Il est gêné aussi, non seulement il est gêné parce qu'il nous tire dessus, mais il est gêné aussi par les caisses enregistreuses. Et quand il voit que le rideau est à 1,50 m, il y a déjà un opérateur qui est rentré et à partir de là c'est fini, ça tire dans tous les sens et il sera neutralisé, et lui en fonçant sur la colonne d'assaut. Ouais. Ce qui est impressionnant, parce qu'on le voit, il rafale les vos collègues et qui le... Oui, ils sont totalement fanatisés. Oui, et puis voilà, il savait qu'il allait finalement se suicider en venant nous tirer dessus et en essayant de faire le plus de morts parmi nous. C'est ça leur but. Il nous reste 40 secondes. Est-ce que finalement, tous ces assauts et tous ces situations dramatiques ont changé vos techniques, ont amélioré vos techniques? Est-ce que vous êtes allé encore plus loin que... Oui, bien sûr. Ce qui nous a fait beaucoup changer nos techniques, c'est notamment le 13 novembre, avec les terrasses parisiennes, le Stade de France et le Bataclan. Parce que pour la première fois, moi, à mon sens, en France et même au monde, les gilets explosifs étaient en explosifs primaires. C'est-à-dire que jusque-là, les militaires nous rapportaient des expériences où, quand ils tiraient sur le terroriste pouvait mourir, l'énergie de la balle ne déclenchait pas l'explosion, alors qu'au Bataclan, une balle dans le gilet déclenchait l'explosion, la mort du terroriste, mais la mort du policier qui pouvait tirer, plus la projection des 700 boulons qui étaient sur ces gilets. Et donc ça nous a forcé à faire des tactiques différentes parce que là, c'est compliqué. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants pour la fin de cette émission passionnante avec nos invités, Mostafa Salan, Frédéric Ploquin, c'est chez Plomb. 15 minutes pour sauver ma vie. Et puis Marc Vertillotte qui est avec nous, ce livre Au cœur du raid aux éditions Les Arènes. On revient à tout de suite, on fait une petite pause.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on parle des victimes du terrorisme, de ceux qui ont combattu le terrorisme. On est avec Frédéric Ploquin, Mostafa Salan, auteur de 15 minutes pour sauver ma vie, publié chez Plomb. Marc Vériotte, qui a donné l'assaut contre Mohamed Merah, qui a reçu 2 balles, Hyper Cacher, le Bataclan, pour Au cœur du raid, publié aux éditions Les Arènes. Et on va parler de la seule victime qui est survécue à Mohamed Merah, Loïc Libert, parachutiste au 17e RGP de Montauban. Nous sommes en compagnie de Kiki Bermond, président de l'association Canal de Vie. Bonsoir Kiki Bermond. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir à tous et bonsoir à Marc que j'ai eu l'honneur de rencontrer il y a quelques temps. Tout d'abord, comment va Loïc Libert qui est tétraplégique depuis maintenant 12 ans? Loïc se bat, Loïc s'accroche et par son combat, il veut montrer à son commanditaire que son commanditaire n'a pas gagné. Mais je vous avoue que ça devient de plus en plus compliqué. Vous avez créé une association qui s'appelle Canal de Vie pour lui venir en aide. Comment lui venez-vous en aide? Mais je pense que le sport favorise de belles choses et comme on est tous un peu fous dans notre tête, on organise des projets sportifs un peu fous les uns que les autres, tout simplement pour aider Loïc à pas tomber dans l'oubli, notamment au travers là prochainement d'une géolette, cet outil qui nous permet de transporter des personnes en situation de handicap. Et nous nous rendrons une nouvelle fois sur l'île de la Réunion, participer à la diagonale des fous des Joëlettes pour transporter des personnes au nom de Loïc. Ce qui est important, c'est de rappeler ce qui lui est arrivé, qu'on comprenne bien sa vie d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier. Loïc, en fait, aux côtés, il faut avoir aussi une pensée pour nos 2 camarades, Mohamed Le Gouad et Abel Chenouf, qui sont décédés à ses côtés. Les 3 sortaient du régiment pour se rendre en zone technique, puisque pour accéder à la zone technique du régiment, il faut passer d'abord par la vie civile. Et ils ont fait une halte pour retirer de l'argent et ce salopard est venu par derrière, d'abord en tirant une première fois sur Loïc, puisqu'il était le plus grand et le plus costaud. Et puis après, il a tiré sur Mohamed Le Gouad, sur Abel Chenouf, et il est revenu une deuxième fois sur Loïc, donc il a atteint Loïc dans la gorge et une deuxième balle dans les jambes, en laissant Loïc pour mort, et Loïc a miraculeusement survécu. Il en est resté tétraplégique, il a toute sa tête, mais il a que ses yeux et sa bouche qui fonctionnent, son corps est emmuré en lui-même. Et est-ce qu'il est soutenu par les pouvoirs publics, l'armée, les paras? Il y a une très belle chaîne de solidarité, d'ailleurs son régiment, le 17e régiment de génie parachutiste de Montauban va commémorer ses 50 ans en octobre. Il souhaite la présence de Loïc, on ne sait pas encore si Loïc pourra s'y rendre. Il y a une belle chaîne de solidarité, malheureusement on manque du soutien de l'État. Et notamment, ça fait plus de 10 ans qu'on se bat pour que Loïc, même si ça ne lui rendra pas ni ses jambes, ni ses bras, mais on se bat pour que Loïc puisse être décoré de la Légion d'honneur parce que ce n'est toujours pas d'actualité. Alors il y a une pétition pour que Loïc reçoive la Légion d'honneur parce que toutes les victimes de Merah, les militaires, ont reçu la Légion d'honneur, notamment aussi la mère de Mohamed Hamzaten, Latifa Hamzaten. Où est-ce qu'on peut signer cette pétition? Je tiens à dire que personnellement je l'ai signée et vous toutes et tous qui nous écoutez, signez-la. Dites-nous où est cette pétition. La pétition est en ligne sur la page Facebook de l'association Le Canal de Vie. Elle est en ligne. Malheureusement, on a bien conscience que même au-delà de cette pétition, le seul endroit aujourd'hui de décorer Loïc Libert, c'est le président de la République. Donc nous demandons tout simplement au président de la République que cet oubli soit réparé et qu'il fasse preuve de bienveillance à l'égard de Loïc, qui est très discret, qui est quelqu'un de très humble, mais qui se bat aujourd'hui, qui survit au quotidien avec des douleurs physiques et psychologiques hors normes, et qu'on peut faire de Loïc Libert un héros de son vivant et ne pas attendre qu'il soit dans la boîte à sapin et de le décorer à titre posthume. Absolument. Et on fera la même chose à Mostafa. Pour Mostafa Salan, la demande de Légion d'honneur. C'est parti, vous l'avez peut-être déjà, vous, en tant que policier d'élite. C'est vrai, on me l'a remise après les blessures contre Mohamed Merah. Merci en tout cas, je vous invite à lire vraiment ce livre incroyable, 15 minutes pour sauver ma vie, chez Plomb. Mostafa Salan, Frédéric Ploquin. En plus, il vient de sortir, il est tout chaud, il a 15 jours. Absolument, même pas. Même pas 15 jours. Et celui-ci, Au cœur du raid, de Marc Vériotte, coécrit avec Karim Ben Ismail,
C'est toutes les opérations menées par ce policier d'élite qu'on avait le plaisir d'avoir avec nous. Et de vous associer à cette pétition, président de l'association Canal de Vie, en tout cas de signer cette pétition importante. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On embrasse notre équipe formidable qu'on adore. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu et de vos témoignages extrêmement touchants. On vous souhaite une belle Saint-Valentin en tout cas. On vous embrasse très fort avec Philippe David. À 20h02, l'essentiel de Sud Radio. Tout de suite, Sud Radio à votre service. Entre-temps, il y aura le flash. Passez une belle soirée. Salut, à demain. 17h.